à toutes et à tous. Merci, merci à la filière TEDCO de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Très très belle matinée. Vous êtes très nombreux ici présents et je crois en ligne aussi pour continuer à parler de transition. Donc moi je suis médecin ici à Necker depuis 20 ans et je m'occupe essentiellement de maladies rares du système immunitaire. Donc pas du tout dans la problématique qui est la vôtre au quotidien, mais comme l'a évoqué Célia Crétol, je m'occupe de transition et je coordonne sur le plan médical la plateforme de transition La Suite. Je vais passer en revue assez brièvement les problématiques qui ont été très bien abordées depuis le tout début de la matinée. Mais ce qui est certain, c'est un enjeu de santé publique. Et donc c'est très heureux qu'on soit ensemble aujourd'hui. Et j'aime bien montrer de temps en temps cette photo où c'est dans le nord de l'Angleterre. C'est un hôpital pédiatrique. C'est pour ça que c'est en anglais. Et au moment de la pause déjeuner, en revenant d'une réunion toute la journée, je passe devant ce bâtiment et par hasard, là, comme ça, et donc je prends en photo à la volée. Et je trouvais que c'était très intéressant de la façon dont, en pédiatrie, on peut parfois encore continuer à penser la prise en charge, voilà, donc des vieux patients. C'est la consultation des vieux enfants, pardon. Voilà. Donc, et c'est aussi intéressant, je crois que, comme l'a présenté Myriam, on peut évoquer la transition très tôt dans la vie. Je crois qu'il y avait au minimum, maximum des âges, il y avait 11 mois, je crois, sur une diapo. Et c'est vrai que pour certaines pathologies, il y a un dépistage néonatal. Et donc, on peut dépister un certain nombre de pathologies en France et dans d'autres pays. Et c'est aussi un moment intéressant et important pour évoquer la suite de la prise en charge en médecine adulte. Alors, je vais passer vite parce que je suis conscient du temps qu'il nous reste pour pouvoir aussi bénéficier du temps d'échange. Je trouvais que c'était intéressant, dans certaines cultures, les rites de passage qu'on a peut-être moins, je dirais, ils existent quand même aussi dans le monde occidental, disons, mais au Japon, c'est un jour férié. C'est le deuxième lundi du mois de janvier, c'est le jour de la majorité. Et donc c'est un jour très important. Alors dans la culture japonaise, c'est aussi pour marquer le respect des générations précédentes et pour montrer et marquer le fait qu'on va rester dans la continuité. Donc il y a un aspect culturel, mais je trouvais que c'était assez intéressant de marquer ça. Alors comme l'a dit Hélène, qu'est-ce que c'est de vivre cet âge-là quand en plus de ça on a une pathologie et comme l'a montré notre collègue chirurgien de Tours, quand en plus on a une pathologie ultra rare. Parce qu'on parle de maladie chronique, en plus de ça d'une maladie rare, mais si en plus de ça on a une maladie ultra orpheline, qu'est-ce que ça fait? Donc ça c'est un essai du New York Times de janvier 2023 que j'ai beaucoup aimé, et c'est l'histoire d'une patiente qui est une jeune femme et qui dit voilà, qu'est-ce que c'est que d'avoir une maladie rare. Alors, quand on revient un tout petit peu sur les maladies chroniques et pas forcément que rares, les outils de cohorte électronique peuvent être assez intéressants, et il y a une équipe de santé publique à l'Hôtel-Dieu, ici à Paris, et j'aime beaucoup ce papier, qui a interrogé des patients, aussi des soignants, des directeurs d'hôpitaux, des gens qui sont dans les politiques de santé. Et pour résumer, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience de soins de ces patients-là? Et il faut transformer le soin pour être... les trois réponses principales, c'était avoir un soin plus holistique et plus personnalisé. Ça peut paraître contradictoire, mais y compris au niveau de la consultation et pas que dans les structures d'hospitalisation classiques. Améliorer, fluidifier le parcours de santé et de soins des patients. Ils ont beaucoup de mal à se repérer, c'est très compliqué, et dans la transition, ça peut être un enjeu. Et puis, améliorer la formation des soignants aux relations interpersonnelles, réduire la stigmatisation. Il y a un certain nombre de patients qui se sentent stigmatisés. Et donc ça coûte pas grand-chose en pratique. C'est vraiment une acculturation qu'il faut qu'on développe. Alors, vous connaissez probablement ce diagramme. Globalement, il y a des modèles qui sont assez faciles et assez bien structurés sur le plan théorique, mais qui peut avoir aussi un intérêt de pouvoir discuter d'un certain nombre de choses. Et globalement, les parents, les professionnels de santé et les jeunes
Il y a aussi les aidants, mais qui ne sont pas sur cette diapo. Mais globalement, c'est de transformer la position du jeune à quelqu'un de plutôt passif en pédiatrie. Ça passera plutôt par les parents, à quelqu'un qui va devenir de plus en plus actif et même qui va prendre complètement en charge ses choix pour sa santé. Et puis, bien sûr, pour les autres partenaires, ça change aussi. Donc globalement de 12 à 25 ans, c'est ça. Donc là, c'est un papier sur les épilepsies, mais c'est tout à fait applicable à d'autres trucs. Voilà. Donc après, quand on étoffe un peu, nos collègues en Angleterre avaient publié ce papier il y a quelques années, je crois 2015 de mémoire. Et donc ça, c'est un modèle théorique où le patient est ici, d'accord, il est devant, on le voit bien, il a son dossier ici. Et puis, il y a des gens qui l'accompagnent, des soignants, pas que. Et puis là, il passe en médecine adulte, et puis ça continue. Et donc, il y a un certain nombre de... Voilà, il y a un plan de soins. Alors ça, c'est même quand on les interroge, les auteurs de ce papier, ils disent, ça c'est en théorie. En pratique, ça va ressembler plutôt à ça. Je sais que beaucoup de gens ont vu cette diapositive, et je m'excuse pour ceux qui la voient régulièrement, mais je n'ai pas trouvé mieux pour montrer de manière quand même positive et joyeuse parfois le niveau de complexité que ça peut représenter. Et donc, il y a... Zut, je vais revenir sur c'est ça. Donc, vous voyez ici, il y a une sorte de rift. On a l'impression que si on rate, il n'y a pas le passerelle entre la pédiatrie et la médecine adulte, c'est une impression, hein. Il y en a, bien sûr. Mais que si on rate le coche, on va tomber et on ne va pas pouvoir remonter facilement. Et que, bon, globalement, il y a des problématiques, mais il y a aussi un certain nombre de solutions et charge à nous autres, tous ensemble, de travailler à ça. Alors, à l'époque, cette revue de la Cochrane, qui est une très bonne revue, enfin, qui reprend, alors qui est un peu ancienne maintenant, mais à l'époque, qui reprenait ce qui était publié, il y avait 4 essais randomisés concernant la problématique de la transition. Et globalement, il n'y avait aucune conclusion possible sur les interventions qui étaient étudiées dans ces essais randomisés. Donc ça, c'était à l'époque, hein, c'est un papier qui date, je cherche, 2016. Et en 2016, eh bien, comme l'a rappelé Célia, nous-mêmes ici, pour les patients qu'on voit à Necker, on s'était posé la question de ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. Alors en fait, en réalité, c'était en 2014 et la suite, dont je vais vous parler juste après, est née en 2016. Mais pour vous montrer un peu le panorama, probablement beaucoup d'entre vous le connaissent, mais vous voyez la diversité des pathologies. Il y a environ 4 à 5 000 maladies rares qu'on suit ici à Necker. Et notre enjeu, c'était de proposer quelque chose qui puisse s'appliquer au plus grand nombre des patients et de travailler ensemble. Ce n'est pas toujours très facile de travailler ensemble. Et comme la problématique est, en plus de ça, très transversale, en fait, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Moi, j'avais un peu une crainte au tout départ, mais en réalité, elle a été très vite résolue lorsqu'on a donc monté ce colloque tous ensemble ici en 2014 et qui a donné lieu à ce projet-là. Alors, j'ai mis ici la photo de Claude Grisselli, professeur de pédiatrie et ancien directeur de l'INSERM et qui est à l'origine de ce bâtiment, de l'Institut des maladies génétiques ici, qui est toujours parmi nous et qui est toujours très dynamique et qui nous pousse toujours à aller plus loin. Et donc l'enjeu, c'était de faire à la fois du soin, de la recherche et de la formation et de l'enseignement. Et donc, je pense qu'on est ici réunis pour montrer que ça marche. En tout cas, qu'on est vraiment sur cette voie-là et qu'il y a pas mal de choses qui marchent. Alors, le projet sur une diapo, c'était de travailler avec nos hôpitaux adultes. Alors, Necker, c'est essentiellement l'hôpital européen Georges Pompidou et l'hôpital Cochin. Et aussi, on avait bien sûr mentionné à l'époque les réseaux de villes. Et ça reste quand même encore aujourd'hui un peu difficile de travailler avec, d'identifier des réseaux de villes qui sont partie prenante. J'en ai noté un. Il y a eu un colloque ici il y a quelques semaines, hein, cette association qui s'appelle Dessine-moi un mouton. Des outils, partir de l'existant, mais aussi en créer des nouveaux et qui soient adaptés aux besoins des jeunes. Et puis quelque chose qu'on n'avait pas à Necker, c'était une structure physique. Et donc vous voyez ici avec cette maison, avec les nuages de mots, de tout ce qu'on voulait y faire. Et puis bien sûr, alors on a une coordinatrice et c'est absolument fondamental d'avoir quelqu'un qui coordonne cet espace au quotidien. Et maintenant même, on a la chance d'en avoir 2 depuis tout récemment. Et on espère que ça va pouvoir doper tous les projets.
Alors voilà, le lieu, c'est celui-ci. Il est au sein de l'hôpital Necker. C'est un lieu, je dirais, dédié, unique. Il y a une seule porte pour entrer et sortir. On n'est pas au milieu d'un service. Et symboliquement, c'est assez intéressant parce que sur l'hôpital Necker est un hôpital en fait mixte, pédiatrie, adulte. Alors, il y a 15 ans, il y avait beaucoup plus de services de médecine adulte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il en reste encore quelques-uns. Plus pour très très longtemps, parce que normalement en 2026, il devrait plus en rester. Mais enfin bon, à l'époque où on a monté ce projet, c'était il y a 9 ans maintenant, eh bien on trouvait que c'était assez intéressant sur le plan symbolique. Donc voilà, ici c'est le lieu, l'hôpital Necker là, nous sommes ici aujourd'hui. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que l'état d'esprit qu'on avait, il a été aussi revendiqué par le groupe européen. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais au niveau européen, les patients, les jeunes notamment, se fédèrent en European Patient Forum et il y a un groupe de jeunes. Et ce groupe de jeunes avait fait un colloque et on est d'abord des jeunes gens avant d'être des jeunes patients. Ça rejoint les problématiques qui ont été abordées d'insertion socio-professionnelle, de voyage, de parentalité, de se projeter dans l'avenir et de ne pas forcément être uniquement représenté par sa pathologie chronique. Et ben, c'est ce qu'on a voulu faire ici. Donc l'idée de ce lieu, c'était en 3 étapes. Prendre soin de soi, de soi-même, préparer son transfert vers l'hôpital d'adultes, et puis préparer son avenir en tant que jeune gens. Sachant que l'idée, c'était qu'on ne soit pas redondant avec l'existant en termes de soins ici, puisque dans les services hospitaliers de Necker, il y a dans quasiment tous les services un ou plusieurs psychologues, un ou plusieurs assistantes sociales, kinésithérapeutes, j'en passe. Hein, d'accord ? Donc l'idée, c'était de ne pas proposer quelque chose de redondant, mais de travailler avec l'existant. Donc on a une surface de 177 mètres carrés, 2 boxes de consultation avec des tables d'examen, de quoi faire un examen médical, mais aussi il y a des ressources non médicales, et c'est la majorité, je vais vous les présenter juste après, une salle de réunion, une salle d'image de soi, où on peut faire aussi du sport et plein d'autres choses, et puis un bureau qui accueille une salle d'attente. Vous êtes les bienvenus pour aller le visiter à n'importe quel moment, on est ouvert tous les jours. Donc, bon, c'est en anglais, mais l'idée, c'était de travailler sur ces dimensions communes, l'observance thérapeutique, l'information et les connaissances sur le secteur en médecine adulte, parce qu'il y avait parfois un gap culturel assez important, les réunions avec les pairs, que ce soit pour les jeunes, mais aussi pour les parents. Et puis on voudrait faire quelque chose aussi pour les soignants, faire qu'on puisse mettre autour de la table des soignants de pédiatrie, des soignants de médecine adulte et discuter un peu de nos misconceptions, de nos idées reçues, de nos biais cognitifs, favoriser l'autonomie des patients, parler de tout ce qui est sexualité, parentalité, transmission héréditaire de certaines pathologies. La transition, c'est souvent un moment assez important pour pouvoir rediscuter du diagnostic initial. Hein. Et puis pour certains patients qui n'ont pas de diagnostic génétique, c'est aussi l'occasion de reprendre un peu dans le dossier médical, mais aussi pour recreuser les besoins et les connaissances des patients, de refaire un tour sur le plan génétique, notamment parce qu'il y a énormément de progrès sur le plan des techniques de médecine génomique et de diagnostic génétique. Parler d'orientation scolaire et aussi d'insertion socio-professionnelle. Ici, on a à imaginer un projet de recherche-action qui a commencé il y a 1 an et demi et qui continue, qui est assez ambitieux et qui est de prendre à bras le corps les problématiques de stage, première alternance, premier boulot même idéalement, pour tous ces jeunes en situation de post-formation diplômante comme CAP, baccalauréat ou même un master éventuellement, etc., et qui ont des handicaps visibles. Et donc je pense que vous êtes probablement assez sensible à ça et très au fait des difficultés et probablement un certain nombre de solutions pour 5 cohortes ici à Necker de 10 patients par cohorte. Et l'idée, c'est de voir si tout ce qu'on a identifié comme possibilité, c'est très complexe, hein, il y a beaucoup de choses qui existent, c'est très riche, mais c'est très complexe de s'y retrouver, même pour des soignants. Et donc de travailler avec des assistants sociaux, des associations, pour faire que ces patients puissent avoir un accès à cette première expérience professionnelle de manière plus importante. Et puis donc, comme pour beaucoup
de ces jeunes-là qui ont entre 12 et 19 ans, 20 ans, l'image de soi et ressembler aux autres, ne pas être différent des autres est fondamental. L'image de soi et l'image corporelle a été aussi, bien sûr, identifiée. Alors, voilà quelques images de ce qui est fait. La première coordinatrice, Béatrice, avec qui on a monté le projet, qui est une assistante sociale. Et donc ici, des jeunes de cardio qui font leur journée d'éducation thérapeutique ici avec un cardiopédiatre. Et puis ici, la salle de réunion, ils peuvent discuter, échanger. Et puis ça peut être seul ou avec des soignants. Ici, en individuel, un jeune homme qui découvre ce que c'est que la socio-esthétique. Et puis ici, la rééducation physique à l'effort par une professeure d'activité physique adaptée et qui leur montre un peu les différentes possibilités. Alors voilà, pour ces différents, là cette fois-ci c'est en français, pour ces différents onglets, il y a des ateliers d'ETP pour l'observance des traitements. On travaille beaucoup avec l'UTET, l'unité d'ETP d'ici. Des groupes de travail avec nos partenaires hospitaliers. Alors pour Cochin, on a un peu plus de mal à identifier des référents, mais pour Pompidou, on a eu plusieurs réunions. Il faut qu'on se remette un peu à la charge, et pour 2024 c'est prévu. On fait des consultations communes de transfert entre médecins ou chirurgiens pédiatres avec leurs homologues adultes. Il y a aussi des infirmières qui participent ou qui font des consultations. On a des ateliers d'ETP, d'activité physique adaptée, et aussi des ateliers collectifs sur différents sujets. Alors nous, on pensait que le sujet numéro 1, j'aurais pu le mettre en quiz, tiens, je ne l'ai pas mis, mais on peut lever la main, on va faire un quiz à l'ancienne. Les jeunes, quand on leur a proposé des thématiques d'ateliers, on pensait, parce qu'en fait, tout ça, on l'a co-construit avec eux, et depuis le tout début, depuis la feuille de papier et le crayon de papier, jusqu'à la toute fin, et on continue à le faire du reste, avec l'aide aussi de Neurosphinx et de Célia, avec les groupes de jeunes, comme c'est fait aussi à Robert Debré avec l'équipe d'Hélène Mellerio et Advenir, les comités de pilotage des jeunes, c'est de leur demander ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient pas. Et ça nous a été extrêmement utile pour éviter d'avoir des fausses bonnes idées. Et donc une fausse bonne idée qu'on avait pour les premiers ateliers collectifs, c'était, alors nous on a pensé à sexualité. Alors qui pense que sexualité c'était la première option qu'ils voulaient traiter? Je vois plutôt des noms. Bon, évidemment, je présente les choses de manière à ce que vous ayez compris que ce n'était pas tellement l'option. En fait, la deuxième option, pour nous, mais qui était la première pour eux, c'était les droits sociaux. Et alors, ça nous a quand même vachement surpris, et ça nous a rendu très humbles aussi, en se disant, mais c'est quand même des jeunes qui ont la tête sur les épaules, et qui sont quand même relativement angoissés qui ne sont pas complètement déconnectés de certaines réalités. Et notamment un verbatim, c'était oui, mais moi, alors j'ai un médicament qui est vachement coûteux. On m'a dit qu'à 18 ans, c'est à moi de le payer, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas de travail, etc., je suis en étudiant. Et donc, comment je vais faire? C'est catastrophique. Donc, on les a évidemment pris, rassurer, expliquer la continuité voilà. Donc c'est fondamental. Bon, je vous rassure, hein, le deuxième sujet c'était quand même sexualité. Bon. Voilà, donc on a une application pour qu'ils puissent au bout du doigt prendre petit à petit une certaine autonomie dans la gestion de leurs rendez-vous, de leur bilan, de leur radio, de leur traitement aussi, ils peuvent mettre une alarme, etc. Ils ont un certain nombre d'options possibles. Alors ce qu'ils ne voulaient pas, c'était être fliqués. Et donc, et que les données soient mises un peu n'importe où. Donc, c'est une application qui, pour l'instant encore, est une application assez flat, enfin qui est sur leur téléphone ou tablette, mais qui n'envoie pas de communication. Mais enfin, ceci dit, ils peuvent rentrer l'email ou le téléphone du professionnel de santé qu'ils veulent pour pouvoir ensuite communiquer avec eux par ce biais-là. Ils communiquent beaucoup par email et par SMS ou WhatsApp. Donc, les coordinatrices de la suite fonctionnent beaucoup avec les jeunes comme ça. Bon, je vais passer en revue assez rapidement, mais on a 2 consultations médicales. La première qui marche vraiment très très bien depuis le tout début, c'est les consultations de gynécologie. Alors, problématique de gynécologie tout venant, c'est des gynécologues de Necker qui ont l'habitude de prendre en charge des pathologies gynécologiques rares, c'est leur expertise de pointe, mais elles sont aussi gynécologues médicales. Donc, pour tous les patients, toutes les jeunes filles et jeunes femmes qui ont des problématiques de gynécologie, qui se font
pas forcément prendre en charge en ville parce que j'ai le syndrome X, Y, Z suivi à Necker, oulala, j'y touche pas, eh ben, il y a un recours ici qui est possible. Et la deuxième, qui est récente, c'est une collègue de Célia Crétol, qui est chirurgienne urologue ici à Necker, en pédiatrie, et qui a été formée à la sexologie, filles-garçons, et donc qui propose depuis peu une consultation de santé sexuelle, et qui marche plutôt bien pour l'instant. On est très content d'avoir cela. Et puis, un autre élément extrêmement utile, c'est un psychologue. Alors là, lui, il est psychologue dans l'éducation nationale et il connaît bien le monde du travail et l'orientation scolaire. Et donc, c'est la consultation se préparer, se projeter dans l'avenir. Ça fonctionne aussi extrêmement bien. Et on a aussi donc des professionnels, socio-esthéticiennes, shiatsu, relaxation thérapeutique, yoga, pour pouvoir prendre en charge les problématiques d'anxiété chronique, de douleur chronique, et aussi de changer un peu de paradigme de l'hôpital. L'hôpital n'est pas qu'un lieu où on va prendre en charge de manière très technique et très pointue. Il l'est aussi, bien sûr, mais on peut aussi n'être pas que ça. Donc je sais que je déborde un tout petit peu. Normalement, j'ai mis mon chrono, hein, donc il me reste... voilà, il a sonné. Donc je vais passer très très vite. On ne fera pas les quiz, parce que vous en avez eu beaucoup et plus intéressants que les miens, mais l'idée, et je vais m'arrêter là d'ici 30 secondes, c'est vraiment d'offrir un autre point de vue à ces jeunes-là sur ce que l'hôpital peut apporter, et que l'hôpital puisse redevenir hospitalier, c'est-à-dire offrir de l'hospitalité, ouvrir ses bras à des problématiques qui sont hyper importantes pour cette tranche d'âge et qui sont pour nous peut-être secondaires. Alors les choses changent et elles étaient déjà prises en compte par les professionnels bien avant que cette dynamique sur la transition soit là devant vous. Mais je crois que voilà, collectivement et même au niveau national, comme l'a montré Célia, c'est de plus en plus pris en compte. Alors, quelques verbatim, parce que c'est intéressant, il y a peut-être de vous faire lire ce qu'on a fait, comment le prennent les jeunes. Très brièvement, la fréquentation, donc on a ouvert en 2016, la fréquentation de la suite augmente, et d'année en année. Même pendant le Covid et les confinements, on était ouverts. Et puis, on a, vous voyez, donc, un certain nombre de rendez-vous. On n'a pris que ceux qui étaient honorés. On a aussi une consultation, des ressources au chevet pour les malades un peu confinés dans leur chambre pour des problématiques. Ils sont opérés, ils sont immunodéprimés. Enfin voilà, on essaye d'aller les voir aussi. C'est surtout plutôt des filles. Hein. Et puis on a des jeunes globalement de 10-12 ans, c'est la minorité, mais c'est surtout 13-18, mais un peu de 19 et plus. Donc on a parfois des 22, 23, 24 qui soit sont parfois toujours suivis en pédiatrie, soit qui sont passés en médecine adulte. Alors et pas forcément des jeunes qui sont en médecine adulte à Necker, mais ceux qui sont passés à Pompidou, Cochin, et qui reviennent pour des problématiques ou des ressources plutôt, bénéficier de certaines ressources. Qu'ils n'ont pas dans leur hôpital d'adultes. Donc vous voyez un petit peu l'évolution ici. Donc dans l'espace, la suite en bleu, au chevet, on en a fait beaucoup dans les premières années. Et puis on a fait un peu de téléconsultation avec bien sûr la pandémie, mais ça s'est vite résolu. Un autre élément, me semble-t-il, donc les différents services, hein, cardiologie, diabéto, pneumologie, vous ne voyez pas parce que c'est écrit trop petit, pédopsie, pédiatrie générale, drépanocytose, immunohémato, hépatogastro, enfin voilà, et ça va, médecine de la douleur, hémato-adulte, néphro-adulte, donc je ne vous ai pas dit trop de bêtises, neurologie, ORL, voilà. Donc on a à peu près tous les services de Necker nous envoient des patients. Donc voilà, juste pour vous dire aussi que 80% des jeunes qui viennent à la suite, donc qui viennent pas au chevet, mais qui viennent vraiment à la suite, viennent de chez eux pour repartir ensuite chez eux. Autrement dit, ils ne viennent pas à la faveur d'un hôpital de jour ou d'une consultation, ils prennent rendez-vous, ils prennent le métro, le RER, le bus, le truc, le machin, pour venir à ce rendez-vous, parfois 2 rendez-vous ou 3 rendez-vous, comme ils veulent, ou un atelier collectif. Et ça, je trouve que c'est quand même pari gagné, parce que c'est souvent une population, un groupe difficile à mobiliser pour revenir à l'hôpital. Ils y viennent déjà suffisamment. Bon, s'ils peuvent ne pas revenir, ils sont bien contents. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en médecine adulte qu'il y a des no-show en consultation, en pédiatrie aussi, juste avant le transfert. Je vais m'arrêter là. On est sur les réseaux sociaux.
allez-y si vous voulez, il y a plein de vidéos. On a fait aussi des choses assez sympas. Là, c'est le groupe Mucoviscidose pour il y a des hackathons, et là, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin, ça s'appelait un game jam, un truc comme ça. Et on fait plein de choses innovantes. Donc si vous êtes tenté, on peut aussi vous aider, vous accueillir. Et l'application a été présentée. Et voilà, je vais m'arrêter. Donc la carte de France que tu as très bien montrée, je ne vais pas la montrer, Célia. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, on est là. Merci.